Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous allons parler de l'ion. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est un plan, car certains ont du mal dans leur prise de notes, j'ai remarqué, et donc je pense qu'un plan pourrait vous être utile. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est un ion. Deuxièmement, nous verrons comment il se forme, et nous allons comprendre qu'en fonction de la façon dont ils seront formés, nous aurons affaire à deux types d'ions, les anions et les cations. Nous verrons aussi les tests de reconnaissance des ions, et enfin, nous parlerons du pH. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un ion? Un ion provient d'un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Cela signifie que pour comprendre l'ion, il faut donc avoir des connaissances stables sur l'atome, puisque l'ion provient d'un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voyons maintenant comment sont formés les ions. En fonction de la façon dont ils seront formés, nous pourrons distinguer les anions des cations. Commençons par les anions. Les anions, en fait, ce sont des ions portant une ou plusieurs charges négatives. Voyons l'exemple de l'atome de l'ion chlorure provenant de l'atome de chlore afin de comprendre comment on peut former un anion. Eh bien, l'ion chlorure dont la formule est présente ici, Cl-, provient donc de l'atome de chlore. Si vous regardez dans vos classifications périodiques, l'atome de chlore se situe dans l'avant-dernière colonne. Cet atome de chlore a la capacité de gagner un électron. Et lorsqu'il gagne un électron, il n'est donc plus électriquement neutre, car il n'y a plus cet équilibre parfait entre la quantité de protons dans le noyau et la quantité d'électrons dans le nuage électronique. Ayant gagné un électron, il n'est plus électriquement neutre. Voyons cela en image. Lorsqu'un atome, qui est parfaitement équilibré au niveau de ses charges, autant de charges positives que de charges négatives, c'est là même la définition de l'atome, lorsque cet atome gagne un électron, eh bien, il devient un ion. Car lorsqu'on fait le bilan des charges, on voit ici que l'on a une charge positive contre une charge négative. Ces deux charges donc s'annulent, et là, nous avons une charge négative qui n'a pas de charge positive pour l'annuler. Donc, cela signifie que notre atome n'est plus appelé atome, il devient donc un ion. C'est exactement ce qui se passe pour l'ion chlorure, d'accord, qui a une charge négative en plus de ses charges positives et négatives qui s'annulent, l'une et l'autre. Il n'est donc plus électriquement neutre, car il a gagné une charge, car il a gagné un électron. Il est donc chargé négativement. Voyons ensemble l'autre catégorie d'ions. Ce sont les cations. Qu'est-ce qu'un cation? Il s'agit d'un ion qui porte une ou plusieurs charges positives. Voyons l'exemple d'un cation à partir de l'ion hydrogène. L'ion hydrogène dont la formule est H+. D'où vient cet ion hydrogène? Eh bien, cet ion hydrogène provient de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, que vous connaissez assez bien, car vous l'avez vu énormément en classe de 4e, et puis nous l'avons encore vu récemment lors de notre activité sur les atomes. Donc cet atome a la capacité de perdre un électron. Et lorsqu'il perd un électron, il lui reste un proton, lorsqu'on fait le bilan des charges, donc chargé positivement, et 0 électron, qui porte la charge négative. Et oui, je vous le rappelle, cet atome d'hydrogène, c'est celui qui vous a interpellé, car lorsque dans le tableau vous avez fait la soustraction, des nucléons et des protons, certains m'ont dit, madame, on trouve 0 pour le nombre de neutrons. Et oui, cet atome n'a qu'un électron et qu'un proton. Donc lorsqu'il perd son seul électron, il n'en a plus. D'accord? Il n'est donc plus électriquement neutre,
car il a perdu un électron. Il porte donc globalement une charge positive, d'accord, qui est marquée au fait de cette façon, car H+ signifie que nous n'avons donc plus qu'une charge positive. Voyons cela en image. Lorsque notre atome perd un électron, il n'a plus que cette charge positive, dans le cas de notre atome d'hydrogène. Il devient donc un ion que l'on appelle un cation, car c'est un ion positif. Pour la formation des ions, nous en avons fini. Voyons maintenant les tests de reconnaissance des ions. Ces tests vous seront très utiles. En effet, comment savoir si dans un milieu, dans une solution aqueuse, car les ions, je ne vous l'ai pas dit, se trouvent dans les solutions aqueuses, comment savoir si on a l'ion hydrogène, l'ion chlorure, comment savoir quel est l'ion que nous avons dans une solution? Eh bien, les tests de reconnaissance des ions vous seront donc très utiles, car en fonction du réactif avec lequel notre ion sera en contact, il formera ce qu'on appelle un précipité. Nous allons donc étudier tous ces précipités, ou du moins quelques-uns des précipités qui seront régulièrement vus durant votre carrière d'étudiant. Voyons l'exemple de l'ion chlorure. De l'ion cuivre, pardon. On va commencer par l'ion cuivre. L'ion cuivre 2 a pour formule Cu2+. Si il porte une charge positive, et vous voyez le petit 2, cela veut donc dire que cet ion a perdu 2 électrons. Cet ion, en présence d'un réactif que l'on appelle l'hydroxyde de sodium, que l'on appelle également communément la soude, forme un précipité bleu. Un précipité bleu, ici vous avez le schéma d'une expérience dans un tube à essai. Vous avez une solution de ion cuivre. Lorsqu'on la met au contact donc de l'ion sodium, on a la formation de ce précipité bleu. Donc la couleur bleue du précipité bleu, qui est un solide nuageux, vous le verrez en TP, il faut que vous voyez ce qu'est un précipité, eh bien, cette couleur est caractéristique de l'ion cuivre. Deuxièmement, l'ion fer, l'ion ferreux, est fait de plus. De plus, cela signifie que nous avons là, donc, affaire à un cation qui porte 2 charges positives. 2 charges positives, cela signifie que l'ion ferreux provient de l'atome de fer qui a perdu 2 charges négatives. En présence de l'hydroxyde de sodium, nous formons un précipité vert. L'ion ferrique, Fe3+, donc il s'agit encore d'un cation qui porte 3 charges positives, forme en présence de l'hydroxyde de sodium un précipité de couleur rouille. Encore un autre cation provenant de l'atome de magnésium, il s'agit de l'ion magnésium, dont la formule est Mg2+. Cela signifie qu'il s'agit d'un cation qui porte 2 charges positives. En présence de ce réactif qui est l'hydroxyde de sodium, il forme un précipité blanc. Voyons maintenant le cas de l'ion chlorure, dont nous avons traité l'exemple tout à l'heure. Cet ion chlorure n'est pas un cation, mais un anion. Et oui, il a cette charge qui est négative. Cela signifie qu'il a gagné un électron. Et attention, le réactif pour l'ion chlorure n'est plus l'hydroxyde de soude comme nous l'avons vu pour les cas précédents. Il s'agit du nitrate d'argent dont la formule est Ag plus NO3-. En présence du nitrate d'argent, l'ion chlorure formera un précipité blanc qui noircit à la lumière. C'est donc bien différent du précipité blanc du cas précédent. J'espère que vous avez bien pris des notes sur la formation de ces précipités qui vous serviront lors de notre prochaine séance. Voyons maintenant ensemble ce qu'est le pH. Le pH donne une indication sur la proportion d'ions H+ et H- dans une solution
aqueuse. Une solution aqueuse, je vous le rappelle, c'est une solution constituée en majorité d'eau. Donc dans une solution aqueuse, nous avons donc une proportion d'ions H+, et une proportion d'ions H-. Cela veut dire que cette notion de pH ne concerne donc que les ions H+, et H-. Elle vous sera inutile pour tous les autres ions. Revenons sur ce pH et voyons comment on peut l'utiliser. On peut l'utiliser déjà en comprenant qu'il existe une échelle de pH. Le pH est une valeur qui va de 0 à 14. Et en fonction de la valeur du pH, nous pouvons classer les solutions aqueuses dans 3 catégories: acide, neutre ou basique. Voyons quelles sont les limites de ces solutions et comment on classe. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, une solution acide sera une solution dont le pH varie entre 0 et 7 exclus. Ça veut dire qu'à partir de 7, précisément, on n'est plus du tout dans une solution acide. Entre 0 et 7, on exclut le 7, on a une solution acide. Ça veut dire que 6,5, on a donc une solution acide. C'est pour ça que je précise que le 7 est exclu. Pour un pH de 7, précisément, on a une solution dite neutre. Pour une solution dont le pH est à partir, donc au-delà de 7 jusqu'à 14, on a une solution dite basique. Qu'est-ce que cela signifie au niveau de la présence des ions? Comme je vous l'ai dit, ces valeurs qui vont de 0 à 14 indiquent la proportion d'ions H+ et H- présents dans la solution. Eh bien, une solution dont le pH sera dit acide aura plus d'ions H+, contiendra plus d'ions H+ que d'ions H-. Une solution dont le pH sera dit neutre contiendra autant d'ions H+ que d'ions H-. Une solution dont le pH sera dit basique contiendra moins d'ions H+ que d'ions H-. Nous verrons ensemble, lors d'une séance de TP, comment se mesure le pH. À l'aide d'un papier pH, c'est un papier dont la teinte change. Donc vous voyez ici des exemples de teintes que l'on peut retrouver. En fonction du papier pH que nous aurons au laboratoire, les teintes peuvent être bien différentes, donc n'apprenez pas ces teintes par cœur, ce n'est pas nécessaire, mais c'est un exemple pour vous montrer qu'en fonction du pH de la solution, le papier pH, c'est un papier qui change de couleur. Nous pourrons également mesurer le pH grâce à un pH mètre, ce qui nous permettra d'être plus précis et d'avoir non plus des mesures à l'unité, comme pour le papier pH, mais là des mesures au dixième près. J'espère que vous avez bien pris des notes. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, ou alors dans quelques semaines pour les autres, pour exploiter vos connaissances sur les ions. Merci de votre attention. Au revoir.